à tous et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui ose aborder les points qui fâchent. Aujourd'hui, je serai en compagnie du designer Giovanni Lopresti qui a accepté de venir débattre un sujet bien caché mais qui refait surface, l'homophobie. Giovanni, salut. Hello. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Donc toi, tu es designer, créateur de mode depuis presque 15 ans. Oui, c'est ça. Tu as ta propre boutique au Flon à Lausanne. Oui, c'est On va en juste. reparler à la fin de l'émission. Ok, Et tu fais aussi partie de la communauté gay. c'est ça. Ok. Donc juste avant de parler de ce sujet, on va regarder ensemble une vidéo Ok. et on en parle juste après. Ça marche. Mardi soir vers minuit, alors qu'il sort d'un restaurant du 2e arrondissement, Guillaume Mélanie et ses amis sont bousculés par un homme. J'ai voulu entamer le dialogue de façon pacifique. J'aurais pas dû. Je me rends compte que d'un coup, il est avec un grand mec, bien plus grand que lui, bien plus grand que moi, alors que je fais déjà 1m93, qui lui me fonce littéralement quasiment dessus en disant « Quoi, qu'est-ce qu'il y a de toute façon, toi tu suces des bites, t'es qu'un PD ?» Et bim, il m'a donné un coup de poing énorme dans la face. Et voilà, je suis tombé, j'ai vu mon nez exploser, j'ai du sang partout, je suis tombé au sol. Dans le camion des pompiers, Guillaume Mélanie prend une photo qu'il partage sur Twitter. Ce soir, c'est mon tour. Je suis homosexuel et nous sommes en 2018. Alors Giovanni, quand tu vois ces images, je peux comprendre la révolte. On sait aujourd'hui qu'un homosexuel sur deux se fait agresser verbalement ou physiquement. Et si tu pouvais transmettre un message aux agresseurs, ce serait lequel ? C'est jamais évident quand on voit des images comme ça, bien évidemment, de réagir à chaud. C'est compliqué autant pour la personne qui se fait agresser que pour la personne qui agresse en fait. Parce que je pense qu'il y a un petit peu de séquelles qui vont s'ajouter en fait sur le temps. Je pense que pour la personne qui agresse en fait, il y a quand même pas mal de choses à réfléchir avant de continuer en fait sur la longueur, parce qu'une agression, qu'elle soit, enfin, je dirais surtout verbale avant physique, parce que physique à la limite avec le temps, quand on est encore plus jeune et tout, on cicatrise vite entre guillemets physiquement. Verbalement, le côté psychologique il est engagé et je pense que c'est un peu plus compliqué. Et pour l'un et pour l'autre, une personne qui a harcelé des gens toute sa vie, ben, comme on dit, hein, le karma t'attend toujours au détour, hein, ça finit par l'effet boomerang, il finit par se retourner contre toi. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire avant de persécuter quelqu'un, parce que les répercussions peuvent être assez graves. Disons que la personne qui se fait agresser, avec le temps, elle peut aller vraiment très loin dans ses démarches. Il y a un vrai danger en fait. Et surtout qu'on sait qu'on parle de normes pénales qui va être concrétisée, mais Bien rien sûr, ne se fait actuellement. ça. À l'heure d'aujourd'hui, rien ne se fait. Donc, on dit l'agresseur peut se faire réprimander, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça fait pas peur, ça donne pas plus de portes ouvertes à l'agressivité contre les homosexuels. C'est toujours compliqué parce que voilà, on est en 2018, on attend que les choses changent, mais on fait que d'attendre en fait. Il se passe pas grand chose. Encore aujourd'hui, des gens se font agresser violemment, que ce soit verbalement ou physiquement, les deux, hein, des fois les deux ensemble. Et c'est délicat parce qu'en effet, on a l'impression très souvent que la loi ne fait pas son travail à ce niveau-là. On doit un petit peu faire justice nous-mêmes. Et c'est super délicat parce que ça engendre des situations assez mauvaises. Et puis de nouveau, une fois de plus, ça laisse des séquelles qui ne sont pas moindres. Mais l'État discrimine pas mal de choses aussi. L'État discrimine beaucoup de notamment choses. le mariage gay qui est inexistant en Suisse. Il y a un partenariat. Oui. Mais en tout cas, mariage gay, c'est exclu. Est-ce que ça te révolte un petit peu ? Il y a eu dernièrement un mariage fake sur la place Bel-Air. Après, ce qui était le pour, le contre, les insultes et tout ça. Mais est-ce que pour toi, ça, tu peux le concevoir que ce soit refusé ? J'arrive plus à le concevoir parce que là en 2018, je trouve que l'État a une façon très sélective de fonctionner. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, on le sait depuis des années, on sait que ça fait des siècles que la justice dans notre pays et les pays voisins, hein, on n'est pas les seuls, hein, je ne veux pas dénoncer que la Suisse, mais ils ont une façon très sélective de travailler. C'est-à-dire que quand ça les arrange, ils vont faire, quand ça ne les arrange pas, ils ne vont surtout pas faire parce que c'est des sujets qui fâchent, qui sont délicats. Et aujourd'hui, voilà, dans nos conseils d'État et dans les gens qui tirent les ficelles du pays, il y a beaucoup d'homophobes, il y a beaucoup de racisme, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. On a trop laissé taire ce genre de sujet pendant trop longtemps. Et on va arriver à un stade où le peuple va prendre un petit peu la relais, et puis il y aura des grosses révoltes qui vont soulever tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2018, on ne peut pas d'un côté laisser passer certaines choses,
et puis ne pas en laisser passer d'autres. Donc c'est où on est tous déjà à la même enseigne, ou on ne l'est pas. Et il y a trop de laxisme à ce niveau-là, je trouve. Il y a trop de laxisme, et on va arriver à un stade où les gens vont vraiment se révolter pour de bon. Et... Il y aura la révolte et ceux qui justement vont dire que c'est contre nature. Complètement. De voir le même sexe qui se marie, à la limite oui, mais pour l'adoption, c'est encore un autre sujet. Là, les gens trouvent ça aberrant parce qu'ils se disent au niveau du développement de l'enfant, mais toi, concrètement, oui, tu vas peut-être me dire, il vaut mieux avoir 2 parents heureux qui s'aiment, c'est délicat. Du même sexe, voilà, c'est extrêmement délicat, mais est-ce que l'enfant va pas être perturbé aussi ? Est-ce que l'enfant, ça va plus se perturber avec un papa qui tape sa maman, ou l'inverse, ou avec, on a vu l'exemple encore récemment, il y a eu le scandale à Yverdon, ce Ferreur, avec ce père de famille qui violait tous ses enfants, et ça a pris des années avant que l'SPJ bouge et fasse quelque chose. Est-ce que ça, c'est un développement plus heureux ? Est-ce que ça, c'est un développement... C'est des questions qu'on pose, mais on n'a pas de réponse. Alors, quelque part, de nouveau, c'est comme je dis, on est tous logés à la même enseigne, ou on ne l'est pas. Personnellement, je ne vois pas où est le mal, je ne vois pas où est le problème dans l'adoption des couples du même sexe. Ça fonctionne très bien dans beaucoup de pays. On le voit aux États-Unis avec les mères porteuses. On voit beaucoup de stars qui s'affichent aussi aujourd'hui avec Ricky Martin, pour donner qu'un exemple parmi plein d'autres. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très très bien. Donc quelque part, je me demande si c'est pas un peu de... Je ne sais pas s'il y a peut-être ce côté où les gens, pendant des années, ils ont pointé du doigt quelque chose et ils se rendent compte que finalement, ça fonctionne peut-être mieux de l'autre côté de la barrière et ils disent, bah merde, j'aurais peut-être mieux fait de ne pas juger et maintenant, qu'est-ce que je fais, comment je fais ? Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui gardent leur position, qui campent sur ces positions parce que c'est un peu trop tard, quoi. Ils sont avancés, puis maintenant, ils ont l'air un peu bêtes de faire marche arrière. Mais il faut bien qu'on passe à autre chose. Je veux dire, les temps changent, tout change, donc... Ça fait partie de l'évolution de l'être humain. Mais là, on voit que dernièrement, de plus en plus, il y a de plus en plus d'agressions. Oui. C'est un phénomène. Je ne sais pas si c'est une mode aussi de devenir ou d'essayer d'être homo. Il y a aussi ce phénomène de mode qu'on entend parler. C'est une mode de façon générale parce que aujourd'hui, on laisse libre cours à l'agressivité de façon plus libre. Donc, à l'époque, moi, quand j'étais ado, il y avait de l'agressivité verbale et physique, oui. Est-ce qu'il y en avait autant ? Non. On n'avait pas de smartphone pour filmer ce genre de choses, on n'avait pas on n'avait pas Internet, on n'avait pas ce genre de trucs. Enfin, les gens étaient informés de façon très, très restreinte, on va dire, à part les magazines et puis la télévision, ça c'était quand même assez tabou. Aujourd'hui, les jeunes ont accès à beaucoup de choses. Moi, j'étais enseignant dans une école primaire secondaire pendant 5 ans. On voit des choses assez impressionnantes au niveau de l'agression, que ce soit de l'agression due à du racisme, à de l'homophobie. Je pense qu'il y a aussi, oui en effet, je pense qu'il y a cet effet de mode de toute façon. Il y a un effet de mode d'un côté sur le fait d'essayer, de s'essayer plus rapidement. On le voit avec toute cette vague de gens bisexuels qui essayent, qui veulent voir, qui savent pas, qui comment. C'est un petit peu l'excuse que les gens se donnent beaucoup. En général, moi j'appelle beaucoup ça je dirais la phase intermédiaire avant de développer l'homosexualité, parce que c'est très souvent c'est un peu le cap. C'est un peu l'excuse facile, c'est-à-dire que la personne qui est encore pas très sûre de son coup, qui se cherche beaucoup, ou alors qui l'aime et qui n'est pas du tout prête à l'assumer, elle va passer par cette étape-là de bisexualité, parce que ça va l'aider un petit peu à tâter un peu autour de lui, voir comment les gens prennent la chose et tout. Puis finalement, je vois que chez les plus jeunes, il y a de moins en moins ce problème qui se pose. C'est impressionnant de voir chez les jeunes ados, les gens l'assument plus rapidement. Maintenant, c'est pas parce qu'on l'assume plus rapidement et plus facilement qu'il y a moins d'agressivité. Voilà, parce que les gens s'expriment, le montrent, c'est de l'amour, mais qui est mal perçu par certaines personnes. Et de là à se faire battre. Oui. Donc, est-ce qu'ils doivent se cacher, en fin de compte, pour être heureux, pour vivre caché, comme dit le proverbe ? C'est difficile. Je pense pas que de vivre caché, ce soit une solution. À mon époque, en tout cas, quand moi j'étais ado, oui, c'était une solution parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. C'était très compliqué de le vivre et déjà de passer au travers l'agressivité verbale et physique. C'était déjà un sacré challenge. Tous les jours à l'école, tous les jours avec les études et compagnie. Donc c'était déjà un sacré
challenge physique et psychologique et mental, parce que ça laisse quand même des séquelles sur la longue durée. Il ne faut pas croire qu'on oublie ça en quelques années. Je veux dire, 20, 30 ans plus tard, il y a des gens qui protégé encore... par rapport à ça, tes agressions? Difficile. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très, de très imposant. Déjà physiquement et puis verbalement. Donc, j'ai jamais trop eu de difficulté à répondre et puis à m'imposer ou à rendre. Hein. Je veux dire, il y a plein de fois où je me suis fait agresser physiquement et j'ai pas eu de souci à faire pareil. Après, verbalement, c'est compliqué parce que, comme je disais, psychologiquement, ça laisse quand même des traces assez importantes. Après, j'ai eu de la chance d'être très entouré. Quand j'étais ado, j'avais beaucoup d'amis. J'étais toujours hyper entouré de plein d'amis. Et tout le monde qui se étaient là. doutait que tu étais homosexuel? Oui, parce qu'avec certains, j'en parlais, d'autres, j'en parlais pas du tout, d'accord, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il y avait, voilà, c'était un non-dit. À l'époque, on n'en parlait pas ouvertement comme maintenant, mais voilà, il y avait une espèce de bulle de protection autour avec certains amis qui étaient toujours présents, qui étaient toujours là. C'est les collègues, la famille, les amis, mais donc du coup, tu as dû faire ton coming out, c'est comme ça qu'on dit? Voilà, donc tu dois... Est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que ça soulage vraiment? Est-ce que c'est nécessaire? Je pense que c'est nécessaire, oui. De plus en plus, c'est quelque chose qui ne devrait même pas... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, en 2018, on ne devrait même plus parler de faire un coming out. On parle aussi de sortir du placard. Voilà. Ça devrait vraiment être quelque chose de naturel. Naturel, ouais. Je ne pense pas qu'on ait ça ne devrait plus être un réel processus, une réelle étape ou un vrai problème, en tout cas. Ça devrait être quelque chose d'acquis et de facile à faire, ce qui n'est pas encore le cas. Hein. Il y a de la facilité, on voit de l'amélioration, mais ça reste quand même une sacrée étape. Et je pense que de le faire, oui, il faut le faire, parce que psychologiquement, c'est trop difficile à porter. Ce n'est pas quelque chose de facile, et je ne vois pas l'intérêt de se construire une vie autour de quelque chose de faux, de fonder une famille, de se marier, d'avoir des enfants, etc. Alors que finalement, l'orientation sexuelle n'est pas celle-ci. À la fin, le mariage sera mort. Voilà. Je veux dire, on parle vraiment d'une orientation sexuelle. On va toucher l'intimité de ce qu'un être humain fait quand il est chez lui, entre quatre murs, dans son lit. Ce qui ne regarde absolument pas les gens. Je veux dire, moi, ça ne change rien dans mon travail, ma façon de me comporter, mon éducation et ma façon d'être tous les jours. Donc, on a vraiment élevé ce statut d'homosexualité à quelque chose d'absolument répressible et incroyable, alors que finalement, on parle de quelque chose hyper naturel. Mais c'est comme le don du sang, apparemment, qui était refusé. Je dis était parce que ça a passé à peu près 1 an, mais sous abstinence de 12 mois. Mais, parce que là aussi, je veux dire... c'est aberrant. Donc, vaut mieux mourir de ne pas pouvoir avoir de transfusion que d'avoir du sang d'un homosexuel. Je me pose toujours la question, est-ce que que pendant 12 mois, ça veut dire qu'une personne va nous suivre tous les jours à la maison pour savoir si on a un rapport ou pas? Absolument. Même puce incorporée. Donc voilà. C'est assez impressionnant parce que, de nouveau, je trouve ça dingue parce que c'est d'une discrimination absolument horrible, quoi. Ils n'ont aucun moyen de tracer ce genre de choses, ils n'ont aucun moyen de savoir si la personne elle dit oui ou non, si c'est vrai ou pas. Donc c'est vraiment jouer de nouveau sur c'est une forme d'agression. Ça, ce genre de décision, c'est aussi une forme d'agression qui est verbale et psychologique, et c'est difficile pour un homosexuel de se voir refuser le don du sang parce que sous prétexte qu'il est homosexuel. Exactement. C'est ridicule. C'est ça. Donc, mais si aujourd'hui, il y a un jeune homme qui aimerait faire son coming out ou qui aimerait un peu plus, je ne sais pas, d'aide, quel conseil tu donnerais? De le dire, de ne pas le dire, ou sincèrement? Je pense qu'il y a déjà beaucoup de... Il y a quand même pas mal d'organismes qui sont mis en place. Il faut savoir qu'il y a quand même, il y a quand même des numéros qu'on peut joindre. Voilà. Il y a toujours la main tendue qui est un 143. service... Voilà, qu'un service qui fonctionne super bien, où il y a des sacrés bénévoles qui prennent la relève. Il ne faut pas croire que c'est les mêmes personnes qui, à 20 ans en arrière, qui bossent à la main tendue. Il y a un roulement, il y a des nouvelles générations qui sont là. Donc, il y a des gens qui sont vraiment à l'écoute avec l'air du temps et qui savent ce que c'est, ce que peut endurer un jeune ou une personne moins jeune, il n'y a pas de souci. Au-delà de ça, il y a aussi des institutions comme Voguer, par exemple. Il y a toutes sortes d'endroits où on peut aller chercher de l'aide. Après, je pense qu'en effet, se confier avec sa meilleure amie, ses meilleurs amis, c'est déjà une première étape. Essayer d'aller un petit peu plus loin dans les démarches. Et puis après, c'est sûr que la famille, ça reste aussi un petit peu le nerf de la guerre, parce qu'on a toujours peur de se faire rejeter, on a toujours peur de la réaction des parents, des frères et sœurs, de la famille, du centre
on va dire, Faut être bien familiale. entouré. Donc crois que c'est le c'est secret. pas facile, mais je pense Mhm. que c'est un cap qu'il faut passer pour pouvoir être mieux apte à gérer une agression verbale ou physique. Parce que être dans le placard et en plus subir une agression physique et verbale, c'est C'est pas facile. pas facile. On se- Ouais. Et malgré tout, et toi, tous les obstacles que tu as eus, tu as ouvert ta boutique. Ouais, Oh, j'ai ouvert ma boutique, On va faire la parenthèse. Exactement, envers et contre Qui tout. s'appelle le Concept Store. Exactement. Donc, dis-moi tout. Ben, ce concept store, il a vu le jour en février 2018. C'est l'aboutissement de pas mal d'années, on va dire, d'efforts. Et puis... 15 ans quand même, hein? Ouais, 15 C'est ans. pas rien. 15 ans et c'est pas rien. Et c'est vrai que là aussi, ben, je suis très content parce que c'est quelque part, c'est aussi un petit peu un pied de nez que je fais à la vie et puis à toutes ces personnes qui pendant des années ont eu cette agressivité entre guillemets envers ce que je faisais ou ce que j'entreprenais, parce que là aussi quelque part faut pas oublier que l'agressivité et les agressions c'est quelque chose de super négatif, mais il y a quand même heureusement une part positive qui fait que ça aide aussi à D'aller plus loin. aller plus voilà, loin, à te se relever, surpasser, quoi. à se relever et puis à prouver aux gens qu'ils ont tort en fait. Mhm, mhm. Et aujourd'hui, c'est génial parce que dans ma clientèle, j'ai quand même plein de gens qui, à l'époque, avaient un regard complètement opposé et super agressif, qui sont devenus des clients habitués avec le temps et des amis. Donc, je suis très content. C'est un endroit, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où on fait du shopping, mais on redécouvre la façon de faire du shopping. C'est un endroit où il y a vraiment, on offre une expérience. C'est 150 mètres carrés au flanc où on vient vivre une vraie expérience. Il y a une zone de tatouage, il y a une zone esthétique, il y a un petit coin VIP en bas pour faire ses achats en toute tranquillité, Parce que c'est privatisé, voilà. C'est pour hommes, femmes, Exactement. les bijoux. Exactement, les accessoires chaussures. aussi, les chaussures. Il y a de tout et l'idée c'est vraiment d'accompagner en fait la personne dans son shopping, d'aller un peu plus loin et de jouer un peu le personal shopper sans devoir dépenser des sommes astronomiques et de passer un moment en toute intimité et sympa. Donc il m'arrive des fois d'avoir des clients qui me demandent de privatiser le shop pendant 1 heure ou 2 en pleine journée et on le fait avec grand plaisir. On n'a pas cette limite et cette contrainte d'un magasin ou d'une grande chaîne d'être ouvert à disposition de tout le monde. On travaille plus sur le one-to-one et puis on est vraiment dans un réel échange. Et c'est ce qui fait que ce concept store, il a lieu d'être en fait. Mais oui. On regarde juste une petite vidéo de ce que fait Giovanni Lopresti aussi Avec dans plaisir. la vie. Alors quand on regarde tout ça, c'est quand même la concrétisation finale. C'est ton dernier événement, je suppose, de Montreux Moda. Oui, ça fait 4 ans que ça existe, ouais. Ouais, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a des défilés, 2015. plusieurs styles. L'idée de Montreux Moda, c'était avant tout de créer une plateforme de communication pour les métiers de la mode et de l'art, en façon générale, avec un gros focus sur la mode, bien entendu, mais après la mode, c'est tellement vaste, on peut en faire, il y a plein de domaines différents. Et voilà, j'avais envie de créer un lieu de rencontre et d'échange pour des gens professionnels et amateurs, pour pouvoir offrir aussi une plateforme aux jeunes qui se lancent, et puis un lieu d'expression.
Donc on a créé cet événement une fois par année qui a lieu à Montreux. L'idée c'est de réunir des créateurs, de leur laisser la possibilité de s'exprimer et de montrer ce qu'ils font, leur travail. On organise aussi un concours dans le cadre de cet événement qui permet aux jeunes créateurs qui remportent le concours de partir dans une Fashion Week à l'étranger, tout frais payé, avec un défilé offert. Enfin, on essaie de créer des opportunités là où il n'y en a pas, puisqu'on est dans un pays où la mode n'a pas une place extraordinaire. Donc on essaie de faire changer un peu les choses et de bousculer un peu tout ça. D'accord. En tout cas, Giovanni, merci infiniment d'avoir Merci à partagé toi. ce moment avec nous. Avec plaisir. D'avoir exprimé ton ressenti aussi. Merci. Et je te souhaite vraiment tout le bon pour la suite. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi. Point Trash touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Et en attendant, gardez l'esprit ouvert. Ciao!